Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, je dois l'avouer, m'a complètement retourné le cerveau quand je préparais l'émission. On a tous cet ami qui se plaint de son job depuis 5 ans, mais qui ne part jamais. Ou ce couple qui a l'air de s'ennuyer mortellement, mais qui reste ensemble par, je ne sais pas, inertie. L'inertie, c'est le mot gentil, Sarah. En psychologie, on appelle ça le paradoxe de la région bêta. Et accrochez-vous bien parce que la prémisse est assez brutale. Il vaut mieux que votre vie soit un désastre total plutôt qu'elle soit juste médiocre. C'est hyper contre-intuitif, Thomas. T'es en train de me dire qu'il vaut mieux que mon appartement brûle plutôt que d'avoir une fuite d'eau qui goutte un peu tous les jours ? Exactement. Et pour comprendre ça, on va commencer par une image très simple. Imagine que tu es pieds nus. Tu marches dans la rue, là, tu marches sur un gros morceau de verre brisé. Ça t'ouvre le pied, tu saignes, la douleur est fulgurante. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'arrête tout de suite. Je m'assois par terre, je regarde la blessure, j'appelle un médecin ou je vais aux urgences. Je ne fais plus un seul pas. Voilà, la douleur est tellement intense, le signal d'alarme est tellement fort que tu arrêtes tout pour régler le problème immédiatement. Ton cerveau passe en mode gestion de crise. Maintenant, imagine une autre situation. Tu as mis tes chaussures, mais il y a un petit caillou dedans, un tout petit gravier un peu pointu. C'est agaçant, ça frotte un peu contre ton talon, mais ce n'est pas insupportable. Je vois où tu veux en venir. Dans ce cas-là, je vais probablement continuer à marcher. Je vais peut-être essayer de secouer mon pied en marchant pour déplacer le caillou, ou je vais juste râler intérieurement en me disant que je l'enlèverai quand je serai arrivé. Et c'est là le piège. Tu es capable de marcher 5 km avec ce caillou. Tu vas boiter un peu, tu vas compenser, tu vas t'habituer à la gêne. Sauf qu'au bout de 5 km, quand tu enlèves enfin ta chaussure, ton pied est à vif. Tu as une ampoule énorme. Peut-être même que ça s'est infecté parce que ça a frotté pendant 1 heure. Le petit caillou a fait plus de dégâts sur la durée que le verre brisé ne l'aurait fait. Parce que le verre t'aurait forcé à agir instantanément. C'est effrayant quand on y pense. Ça veut dire que notre tolérance à la petite douleur est notre pire ennemi. C'est exactement ça. Daniel Gilbert, qui est un psychologue brillant, a théorisé ça. Il explique que nous avons tous un système immunitaire psychologique. C'est comme ton système immunitaire physique qui attaque les virus. Ton esprit a des mécanismes de défense pour rationaliser, pour guérir, pour rebondir après un traumatisme. Mais, et c'est un énorme mais, ce système ne s'active que si la menace dépasse un certain seuil critique. Donc si je comprends bien, si la menace est faible, le système immunitaire reste en veille ? Il dort ? Il ne dort pas, il t'ignore. Il considère que ce n'est pas une urgence vitale. Si ton partenaire te trompe, te vole de l'argent et met le feu à ta voiture, ton système immunitaire psychologique s'enclenche. Tu vas te dire « c'est un monstre, je mérite mieux, je pars maintenant ». Tu vas rationaliser l'événement comme une preuve qu'il fallait partir. Tu vas mobiliser une énergie folle pour changer de vie. Alors que si mon partenaire est juste, bof. Si ton partenaire est juste, disons, pas très attentif, qu'il laisse traîner ses chaussettes et qu'on s'ennuie un peu le dimanche soir, ton système immunitaire ne se déclenche pas. Tu ne te dis pas c'est une urgence. Tu te dis « bon, personne n'est parfait, au moins je ne suis pas seul, on a un loyer intéressant ». Tu entres dans la zone de rationalisation de la médiocrité. Tu restes dans ce qu'on appelle la région bêta. La région bêta, c'est donc cette zone grise. Ni l'enfer, ni le paradis. Juste le purgatoire tiède. C'est le purgatoire confortable, et c'est là que les gens gâchent des décennies de leur vie. Prenons l'exemple du travail, c'est le plus flagrant. Sarah, tu as déjà eu un job vraiment horrible avec un patron tyrannique qui te hurle dessus ? Oh que oui, j'ai tenu 3 mois, j'ai démissionné sans même avoir un autre poste derrière. C'était une question de survie mentale. Je me souviens, je me suis sentie tellement libérée le jour où j'ai claqué la porte. Tu vois, la situation était horrible, donc tu as agi immédiatement. Maintenant, pense à tous ces gens qui nous écoutent et qui sont dans un job moyen. Le patron n'est pas méchant, il est juste incompétent ou absent. Le salaire n'est pas génial, mais il paye les factures. Les tâches sont répétitives, mais pas épuisantes. Il reste des années. Ils se plaignent à la machine à café tous les matins. C'est le sport national. On râle, on dit vivement le week-end, on dit qu'on va refaire son CV, mais on ne le fait jamais. Parce qu'ils n'ont pas assez mal, c'est ça le truc fou. Ils ne souffrent pas assez pour déclencher le changement. Le paradoxe, c'est que si leur patron devenait soudainement odieux, ce serait la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Ça les forçait à bouger. En restant dans le pas terrible, ils acceptent une mort lente de leurs ambitions. C'est ça, la misère confortable. Mais Thomas, c'est hyper culpabilisant ce que tu dis. Ça veut dire qu'on est complice de notre propre malheur parce qu'on est trop résilient face à la médiocrité ? Ce n'est pas de la résilience, Sarah, c'est de l'accommodation. La résilience, c'est rebondir après un choc. Là, on parle de s'habituer à l'odeur du moisi. Le cerveau humain est une machine incroyable pour justifier le statu quo. Si tu es dans cette zone bêta, ton cerveau va te dire « Oh, mais tu sais, changer de job, c'est risqué. Et puis ici, j'ai mes tickets resto. Et puis mes collègues sont sympas. » Tu te fabriques des menottes dorées. C'est le principe de la grenouille dans l'eau qui chauffe doucement, non ? Si tu la jettes dans l'eau bouillante, elle saute. Si tu chauffes l'eau doucement, elle cuit. Exactement. Et le paradoxe de la région bêta explique pourquoi les gens qui vivent des traumatismes majeurs s'en remettent parfois plus vite que des gens qui vivent des désagréments mineurs mais constants. Si tu perds l'usage de tes jambes dans un accident, c'est tragique. Mais les études montrent que ton cerveau va reconfigurer ta vision du bonheur assez rapidement. Tu vas trouver de nouvelles sources de joie, tu vas redéfinir ta vie. Ton système immunitaire psychologique tourne à plat régime. Alors que le gars qui a juste un mal de dos chronique et un trajet de 2 heures pour aller au boulot ?
Lui, il va être misérable indéfiniment. D'ailleurs, Gilbert donne un exemple fascinant sur le transport. Il vaut mieux habiter très loin de son travail et devoir prendre un train confortable ou même un avion, plutôt qu'habiter à une distance moyenne qui t'oblige à conduire dans les bouchons. Attends, explique-moi ça. Si c'est très loin, c'est une contrainte majeure. Tu t'organises, tu déménages ou tu changes de job, ou tu prends le train où tu peux lire et travailler. Tu règles le problème structurellement. Si c'est juste un peu loin, tu prends ta voiture. Tu subis 45 minutes d'embouteillage le matin, 45 minutes le soir. C'est stressant, imprévisible, tu perds ton temps. Mais ce n'est pas assez grave pour que tu vendes ta maison. Donc tu restes dans cette situation qui te ronge la santé petit à petit. C'est la zone de confort toxique. On est assez mal pour se plaindre, mais pas assez mal pour changer. C'est terrible parce que ça s'applique à tout. Les amitiés qui s'effilogent mais qu'on garde par habitude, les régimes alimentaires qui nous font sentir lourds mais pas maillades. C'est là que les rêves meurent, Sarah, dans la tiédeur. Personne n'abandonne ses rêves à cause d'une catastrophe nucléaire. On abandonne ses rêves parce que Netflix est sympa, que le canapé est mou. Le vrai danger, ce n'est pas l'échec cuisant. L'échec cuisant est en excellent professeur. Le vrai danger, c'est la réussite médiocre. Celle qui te donne juste assez de satisfaction pour ne pas chercher plus loin. Alors, on fait quoi? On arrive à la partie action de cet épisode. Est-ce que tu es en train de suggérer qu'on devrait saboter notre propre vie, genre insulter son patron demain matin pour se forcer à chercher ailleurs? En tant que psychologue, je ne peux pas officiellement recommander l'autosabotage destructeur, mais il faut stratégiquement abaisser son seuil de tolérance. Traduction, s'il te plaît. Tu ne dois pas attendre que la situation devienne objectivement insupportable, tu dois la rendre subjectivement inacceptable. Tu dois arrêter de te mentir. Il faut désactiver ce mécanisme de rationalisation qui te dit « ça va aller ». Non, ça ne va pas aller. Regarde la vérité en face. Tu t'ennuies, tu n'apprends plus rien, tu n'es pas aimé comme tu le mérites. Donc il faut amplifier la douleur mentalement, se forcer à voir le caillou dans la chaussure comme un tesson de bouteille? Oui, fais un exercice de projection. Demande-toi, si je reste dans cette situation exacte pendant encore 10 ans, comment je vais me sentir? En général, la réponse te donne la nausée. Cette nausée, c'est ton allié. C'est elle qui va déclencher le système immunitaire. Si tu réalises que rester dans ce job moyen te garantit de devenir un vieil aigri dans 10 ans, la peur de cet avenir doit devenir plus forte que la peur du changement. C'est utiliser la peur comme carburant. Au lieu d'avoir peur de partir, on doit avoir peur de rester. Absolument. Et parfois, oui, il faut provoquer une rupture. Si tu hésites à rompre depuis 2 ans, c'est que tu es en région bêta. Provoque une discussion décisive, pose un ultimatum, demande cette augmentation impossible, fais quelque chose qui force le système à réagir. Soit ça s'améliore drastiquement, soit ça casse, mais au moins tu sors de la zone grise. C'est un peu le principe du « ça passe ou ça casse ». On a tellement peur que ça casse qu'on oublie que si ça casse, on est libre. La liberté est effrayante, mais la prison à porte ouverte est pire. Il y a une phrase que j'adore. Le seul moyen de sortir, c'est de traverser. Si tu es dans un couloir en feu, tu cours. Si tu es dans un couloir juste un peu trop chaud, tu marches doucement et tu finis déshydraté. Mettez le feu à votre couloir mental. Waouh, mettez le feu à votre couloir mental. Je crois que je vais l'imprimer et l'accrocher au-dessus de mon bureau, celle-là. C'est radical, mais ça fait sens. On a tendance à vouloir apaiser les choses, à arrondir les angles. Toi, tu nous dis, aiguisez les angles. Rendez-les tranchants pour qu'ils vous obligent à bouger. La vie est trop courte pour le bof. Le bof est un anesthésiant. Réveillez-vous. Si vous devez aller mal, allez très mal, touchez le fond. Et utilisez cette énergie cinétique pour remonter. Ne restez pas à flotter entre deux eaux. Merci Thomas. Je sens que beaucoup d'auditeurs vont regarder leurs chaussures différemment ce matin, et peut-être même leur conjoint ou leur patron. C'est le moment de vérifier si vous avez un caillou ou un couteau planté dans le pied. Et si c'est un caillou, enlevez-le, bon sang. Arrêtez de marcher. Message reçu. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, soyez radicaux et fuyez la tiédeur. Salut.